Le CLS, le Cercle de lecture sociale, propose à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris des lectures de lettres, d'archives, de sources premières pour visibiliser et mettre à disposition au format audio des textes méconnus, inaccessibles ou épars. Également leur rendre leur souffle révolutionnaire et les réinstaller dans leur contexte. Nous évoquons ici le destin d'Émile Eudes à l'aune de son décès, traité par un journal de l'époque bien connu, L'Intransigeant du rédacteur en chef Henri Rochefort, lui-même communard, déporté puis évadé de Nouvelle-Calédonie. L'Intransigeant du mardi 7 août 1888, vendu au prix de 5 centimes. Eudes, Émile, François Désiré, dit Deschamps, Gaifer ou Cède. Né à Roncey dans la Manche le 12 septembre 1843 et mort à Paris le 5 août 1888, militant blanquiste, général fédéré, membre de la Commune de Paris, chef de file des blanquistes après 1871. Il mourut en effet le 5 août 1888, salle Favier à Belleville, au cours d'un meeting qu'il présidait en prononçant un fervent discours en faveur des terrassiers parisiens en grève. Des funérailles qui s'accompagnèrent de rudes bagarres au milieu d'un déploiement considérable de forces policières valurent aux archives de la préfecture de police un énorme dossier. En 1892, le conseil municipal de Paris octroya à sa dépouille une concession à perpétuité. Il fut l'un des fondateurs de Ni Dieu ni Maître, aux côtés de son vieil ami Blanqui, et se multiplia dans les réunions où il fit entendre sa parole chaude et convaincante en faveur des classes victimes. Charonne l'eût voulu pour représentant au conseil municipal, lui offrit 2 candidatures. Mais les possibilistes, embusqués et sournois, s'alliant à l'opportunisme, arrivèrent à le faire échouer. Et il continua à servir sa cause à la tribune et dans le journal. Il avait tout récemment créé l'Homme Libre qui, en si peu de temps, a rendu déjà de si précieux services. Cet infatigable et ce téméraire était, au demeurant, un homme doux et séduisant. Il avait la main tendue et le cœur ouvert, et sa loyauté se lisait dans ses yeux. On le pleurera et on fera bien. Ils sont rares ceux qui le valent, ne se démentent pas et sur qui l'on peut compter comme nous comptions sur lui. À la salle Favier, rue de Belleville. Comme nous l'avions annoncé, et avec nous les quelques journaux favorables à la grève, une importante réunion, organisée par le comité révolutionnaire central, devait avoir lieu à la salle Favier. Le quartier est en ce moment tout en fête, et il règne dans le bas de la rue de Belleville une animation extraordinaire, mi-partie causée par ceux qui s'amusent, et mi-partie par ceux qui sont venus manifester pour les travailleurs affamés. Les sergents de ville se dissimulent au coin des rues, ou derrière les groupes de citoyens, comme des malfaiteurs attendant l'heure de faire un mauvais coup. L'immense salle se garnit peu à peu. On voit successivement défiler des citoyens connus pour leur affiliation aux divers groupes révolutionnaires, puis quelques promeneurs entrant avec leurs femmes et leurs enfants, dans l'intention d'ajouter par leur nombre à l'éclat de la manifestation. Enfin, des terrassiers à figure débonnaire, aux mains rudes, aux habits bariolés de toutes couleurs. Ceux-ci, on les dispense de tout frais d'entrée. Néanmoins, quelques-uns mettent bravement la main au gousset en disant « Nous n'avons ni femmes ni enfants. Tenez, il y a de plus pauvres que nous chez les camarades. » Et ils jettent un gros sou dans la sébille. La séance. À 3 heures, le monde arrive toujours. Cependant, quelques voix réclament la formation du bureau et l'ouverture de la séance. À peine l'invitation est-elle faite à l'Assemblée de désigner un président qu'une immense clameur, partie de tous les points de la salle, jette le nom du citoyen Émile Eudes. Eudes s'avance à la tribune et continue la formation du bureau. Sont élus Vaillant, premier assesseur, Buisson, membre du comité de la grève, deuxième assesseur, Macaire, secrétaire. Sans autre préambule, le citoyen Eudes agite la sonnette et prend la parole en ces termes. Discours du citoyen Eudes. Disons d'abord qu'on ne remarque rien de particulièrement anormal dans l'attitude, le geste et la voix de l'orateur.
Pourtant, ses amis avaient pu remarquer, dans sa voix, quelques saccades, dans son geste un peu plus de nervosité, et dans son allure générale, l'énergie fougueuse d'un homme en proie à une sourde indignation. Maintenant, retraçons, aussi fidèlement que possible, les dernières paroles prononcées par ce loyal serviteur du peuple. Citoyens, à défaut de tout autre argument, savez-vous pourquoi la cause des grévistes est juste et doit être sacrée à nos yeux ? Regardez ceux qui les défendent, regardez ceux qui les attaquent. À mesure que grandit en leur faveur la sympathie des pauvres, vous voyez grandir dans une équivalente proportion la haine des riches pour ces parias de la terre et du travail. Vous les voyez, ces riches et ces réactionnaires, inviter le gouvernement à prendre contre les terrassiers des mesures d'une fermeté qui rappelle les plus beaux jours de l'Empire. Et ce gouvernement ne s'en prive pas. Vous l'avez vu à l'œuvre, il a tenu à surpasser toutes les réactions précédentes. Honte aux riches, honte aux conseillers municipaux qui ont trahi la cause du peuple pour passer à la bourgeoisie. Mort du citoyen Eudes. Le mot bourgeoisie n'a pas été achevé. Comme s'il eût reçu par derrière un violent coup de massue, Eudes est tombé en avant, le corps ployé, la face sur la table, les mains crispant par des mouvements nerveux le rideau qui garnit la barre de la tribune. Il serait difficile de peindre la stupeur de toute l'assemblée que sans exagération on peut évaluer à 2500 personnes. Notre ami Vaillant, qui est sur l'estrade, se précipite pour saisir Eudes qui ne se relève pas. Un assistant, le citoyen Berthier, escalade la tribune et vient aider Vaillant à donner les premiers soins aux malades. Émile Eudes, sous l'Empire. La mort tragique d'Émile Eudes enlève au Parti révolutionnaire une de ses figures les plus sympathiques, un de ses membres les plus convaincus et les plus droits. Quoique jeune encore, il est né en 1844 dans une petite commune de la Basse-Normandie. Il y a longtemps que notre ami était entré activement dans la carrière politique et dans la lutte ardente, à la suite de Blanqui, dont il partageait et ne devait cesser de défendre les doctrines. Sous l'Empire, alors qu'il étudiait encore, il s'était fait un nom, rive gauche, et ses hardiesses l'avaient plus d'une fois désigné aux inquisitions de la police et aux persécutions de la magistrature. Rédacteur du Candide, le premier petit journal littéraire qui osait s'émanciper jusqu'à traiter de questions sociales, et où il écrivait à côté de Blanqui, de Tridon et de Granger, il ne tarda pas à attirer les rigueurs des tribunaux et de la petite feuille disparue supprimée. Il passa à la libre pensée, qui eut le même destin, à la pensée nouvelle, qui lui vaut plusieurs mois de prison. Mais jamais las, toujours vaillant, plus il était frappé, plus il se redressait. Dans toutes les manifestations républicaines, d'alors, il était au premier rang. Il participait à l'élection mouvementée d'Henri Rochefort, on le renvoyait à l'affaire de la Marseillaise, et je l'avais pour voisin dans le groupe des étudiants à l'enterrement de Victor Noir. Les premiers soins. On croit d'abord à une congestion sans importance. La foule appelle le citoyen Susini qui vient d'arriver dans la salle. Celui-ci accourt et, aidé de Vaillant et de plusieurs autres citoyens, il fait étendre le citoyen Eudes sur le parquet de la tribune, derrière la table. On lui arrache ses vêtements. En toute hâte, on découvre sa poitrine et l'on essaie par insufflation d'air de rétablir la respiration. L'émotion. La tribune est envahie en un clin d'œil. Tout le monde se précipite, tout le monde veut voir Eudes et lui porter secours. Mais cet empressement même est un danger. L'Assemblée le comprend et réitère plusieurs fois ce cri « De l'air ! De l'air !» On emporte notre pauvre ami dans le petit jardin qui se trouve derrière l'établissement. On l'installe sous une tente dans laquelle on a apporté des bancs rembourrés qui servent de lit aux malades. Efforts inutiles. Quelques amis seulement sont autorisés à rester auprès de Eudes. Les portes, conduisant de la salle au jardin, sont fermées et le public respecte la consigne. Il épie à travers les vitrages les émotions que l'espoir ou le désespoir font naître chez chacun de nous. Ceux qui vont et viennent sont avidement interrogés et ne peuvent, hélas, répondre avec aucune certitude aux questions dont on les presse. Le corps est mis à nu sous la tente. Les citoyens Vaillant et Susini se multiplient. Un citoyen ne cesse de frictionner la poitrine, tandis qu'un autre essaie de raviver la respiration éteinte. À plusieurs reprises, nous appliquons devant la bouche et les narines un miroir qui ne se ternit plus. Pourtant, Vaillant croit sentir les pulsations du pouls. Ces alternatives sont cruelles. Reprise de la séance.
Pendant un quart d'heure, le public ignore l'état du malade. Des conversations particulières s'engagent avec animation. S'il meurt, déclarent plusieurs citoyens, une bonne part de responsabilité revient aux misérables qui n'ont pas craint de verser la calomnie sur sa tête. Pendant le brouhaha de toutes ces réflexions qui se croisent, un citoyen monte à la tribune et dit « Citoyens, ne craignez rien, Eudes n'est pas mort ». On applaudit avec une sorte de frénésie. Sur cette assurance, plusieurs citoyens proposent de constituer un nouveau bureau. Le citoyen Landrin est élu président, Buisson et Vinan assesseurs et Macaire secrétaire. Le président, me croyant dans la salle, tandis que j'étais auprès de Eudes, me donne la parole et la passe aussitôt qu'il est averti au citoyen Vinan. Ce dernier, revenant à la question de la grève, fait savoir que le matin, une réunion de grévistes a été tenue à la Bourse du Travail. Malgré la lettre du président de la Chambre syndicale des entrepreneurs, les terrassiers ont voté la résistance jusqu'au bout. On crie « Vive la grève !» Émotion croissante. Cependant, et malgré les bonnes paroles de l'orateur, l'Assemblée ne prête qu'une attention relative. On sent que la préoccupation de tous ces hommes se porte uniquement vers le petit jardin, où l'on continue à essayer de rappeler le malheureux Eudes à la vie. Une préoccupation autrement poignante nous saisit. Nous, Breuillet, Vaillant, Susini et les amis groupés sous la tente. Qui va se charger d'apporter à la veuve et aux orphelins la fatale nouvelle ? Il n'est pas possible de cacher plus longtemps à l'Assemblée houleuse la poignante vérité. Eudes est mort. Le citoyen Macaire va prendre des nouvelles dans le jardin et revient annoncer à l'Assemblée la terrible vérité. Le mouvement produit par l'annonce de cette catastrophe est indescriptible. Les sympathies et les désespoirs éclatent dans cette suprême minute, et reprenant leur foi révolutionnaire, les combattants de l'idée se trouvent tous unis dans cette immense clameur. « Vive la Commune !» Devant la porte. La nouvelle s'est rapidement propagée. Une masse compacte de citoyens encombre les trottoirs et la chaussée de la rue de Belleville. « Eudes est mort ! Vive la Commune !» Tels sont les cris poussés spontanément par la foule. Les agents ont envoyé chercher du renfort. Bientôt arrive la voiture ambulancière de l'hôpital Saint-Louis, surmontée de la Croix de Genève. On en tire un brancard et l'on va dans le jardin y installer le cadavre de notre ami regretté. Le spectacle de la rue est grandiose. À mesure que le brancard franchit la porte de sortie, toutes les têtes se découvrent, les mouchoirs et les chapeaux s'agitent, tandis que le cri de « Vive la Commune !» est incessamment répété. Fureur policière. La police débordée, interdite par cette manifestation imposante, irrésistible, ne disait rien. Je me trompe. Un agent, le numéro 29 du 19e arrondissement, a eu l'indécence de dire à l'un de ses camarades « Riez donc, c'en est un de moins !» La voiture s'est mise en marche et tout le peuple suivait en acclamant Eudes, la Commune et la Révolution. Rien de sacré comme cette manifestation spontanée. Cependant, les agents, auxquels on avait envoyé les renforts demandés, attendent un embarras d'omnibus, se précipitent à la tête du cortège et le séparent du char, qui continue sa route par le faubourg du Temple. 20 fois, nous nous sommes reformés derrière la voiture funèbre. 20 fois, nous avons été dispersés avec une brutalité qui empruntait aux circonstances du moment un caractère particulier d'abjection et de sauvagerie. On est arrivé ainsi devant le numéro 19 de la rue Réaumur, où habite la famille Eudes. Les citoyens assemblés se découvrent et rendent un dernier hommage à l'ardent révolutionnaire. Ernest Roche. Condamnation à mort. Mais c'est le 14 août 1870 qu'il se révéla parmi les audacieux qu'un régime néfaste et qu'une guerre folle et malheureuse indignaient lorsque, accompagné de quelques amis héroïques, il se jeta sur la caserne des pompiers de la Villette, dans l'espoir de commencer un mouvement qui s'étendrait. Il fut arrêté en même temps que Brideau et traduit devant un conseil de guerre où le défendit notre regretté Gatineau, qui sut prolonger sa défense assez tard, après minuit, pour éloigner d'un jour l'exécution du verdict prévu. La peine de mort. Ah! Ce procès rapidement mené fut féroce. Les juges galonnés essayaient de donner le change sur les mobiles qui avaient guidé l'accusé. Ils ne craignaient pas de prétendre qu'il était payé par la Prusse. Eudes, hors de lui, se leva. « Prenez ma tête !» s'écria-t-il. « Mais ne me déshonorez pas !» Sa tête, en effet, c'est ce qu'on voulait. Affolé, au bord du gouffre, le gouvernement de la Régente se débattait, s'imaginait que la terreur le sauverait, et eût construit 1000 échafauds pour donner des leçons au peuple.
Eudes, de ce moment jeté dans le cachot, d'où l'on ne sort que pour mourir, excita un intérêt tout nouveau et passionné dans Paris. Ses camarades manifestèrent encore en sa faveur, et l'illustre Michelet rédigea la lettre de protestation qu'ils portèrent au président du Conseil. On était inflexible, il fallait une victime, et le blanquiste était tout indiqué. Déjà l'heure fatale était fixée, quand le 4 septembre s'éveilla, emportant tout le régime écroulé, et ouvrant les portes des cellules, Eudes, libre, étonné de vivre, vit les geôliers de la prison de Cherche-Midi s'incliner sur son passage, et rejoignit les siens avec une autorité plus forte.